On profite de l'arrivée des beaux jours et on s'intéresse aux loisirs de plein air dans la région de Tours. Alors au programme, un peu de grimpette dans les arbres, un petit tour en bateau et une partie de pêche. Ça vous dit? Qui vient? Alors voilà, c'est par là que ça se passe, autour du grand lac des Bretonnières. Un plan d'eau qui s'étend sur 410 hectares aux portes de Tours. On s'y balade, on court, on pêche, on glisse, on peut même s'y baigner pendant l'été. Et c'est ici, dans les entrailles de la forêt toute proche, que Gaëtan, David et William ont créé il y a 3 ans le parc d'aventure Gadawi. À la base, je suis moniteur d'escalade et je travaille en Angleterre. J'ai eu envie de revenir en France, j'ai donc fait des petites annonces comme beaucoup de monde pour chercher du travail. Et là, je suis tombé sur une annonce de quelqu'un qui cherchait pour un parc Acrobranche. Et mon diplôme d'escalade me permettait d'encadrer cette activité, donc je me suis lancé là-dedans. Comment vous avez atterri sur les bords de Loire? Études de marché, à Tours il n'y avait pas de parc. Aujourd'hui la plupart des villes françaises sont dotées de parcs aventures, de même plusieurs. Et à Tours il n'y avait rien. Le premier parc était à 30-40 minutes en voiture. Et donc je me suis dit que si j'arrivais un petit peu à court-circuiter ce temps de trajet pour accéder au premier parc, et ben, j'arriverais à faire quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, un bassin de population de 400 000 habitants, un site qui se prêtait vraiment bien à l'accueil d'un parcours aventure et la mairie de Jouer-les-Tours a joué le jeu et ça a fonctionné. L'acrobranche, ça fait appel à quel type de capacité? Alors c'est ça l'idée qui est bien avec l'acrobranche, c'est que n'importe qui peut pratiquer. Avec un minimum de conditions physiques, on peut faire un tas de choses et les gens qui même des fois pensent qu'ils ne sont pas sportifs, après avoir réalisé 2-3 parcours, ont un sentiment de satisfaction, d'accomplissement. Et c'est ce qui fait que l'activité fonctionne, parce qu'ils ont fait un truc qui sort un peu du commun. Et le fait que ce soit accessible à monsieur tout le monde, ça rend l'activité vachement attractive en fait. Le contact avec la nature, le grand air et le fait que ce soit praticable par tout le monde, on peut venir en famille. C'est ce qui fait notre force, c'est qu'aujourd'hui on peut accueillir des enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans et puis jusqu'aux grands-parents qui ont encore un peu la pêche et qui veulent accompagner leurs petits-enfants dans les arbres. Enfin voilà, on arrive vraiment à toucher tout le monde et je pense que c'est ce qui fait la force de cette activité aujourd'hui. Ouais. Le côté plein air, proche de la nature, accessible à tous. Quelle est l'origine de l'acrobranche? L'origine de l'acrobranche à la base c'est issu des parcours militaires et c'est donc un militaire qui dans les Hautes-Alpes, à Serre-Chevalier précisément, a monté le premier parc aventure accessible au grand public. Aujourd'hui on compte 600 parcs en France et presque autant dans le monde. Comment ça se passe quand on arrive sur un site comme ça, un peu sauvage, maîtrisé certes, pour installer? Comment vous y prenez? Il y a des plans, c'est quoi le principe? Alors la première chose c'est de sélectionner les arbres qui peuvent se prêter à l'accueil d'un parc aventure. Donc on sélectionne les arbres, nous, en fonction de leur diamètre, de leur essence. Par exemple, ici, on va avoir des pins, des érables, des hêtres. On va les sélectionner, leur diamètre, et ensuite on fait venir un expert forestier qui, lui, s'assure que tous les arbres sont en bonne santé et peuvent se prêter à l'accueil d'un parc aventure. Une fois que le parc est monté, il y a un bureau de contrôle qui vient s'assurer que tous les câbles ont été mis selon les normes. Il y a une norme qui est très précise. Et à partir de ce moment-là, on peut ouvrir au public. C'est des règles de sécurité qui sont assez draconiennes, mais qui en même temps sont assez rassurantes pour l'usager. Tout comme Gaëtan, Aurélie aussi aime les arbres, mais elle ne grimpe pas dedans, elle s'y niche. S'installer sur une branche et ne plus jamais en redescendre. Et si Italo Calvino avait vu juste? Et si la vie à la cime des arbres se révélait plus pleine que sur terre? Le baron perché en tête, je décidai de pousser la porte du château des Tourelles, là où les arbres sont rois, là où, m'avait-on raconté, des hommes vivent en oiseaux et dorment dans des nids à taille humaine. Sur le chemin, je rencontre l'un d'eux. Pour le suivre dans sa chambre, il faut se faire aussi habile qu'un singe et aussi léger qu'un moineau. Tim a 7 ans. Il sera notre guide dans ce nouvel univers. Chaque objet a sa place. Ça, c'est mes livres. Tim se contente de l'essentiel, car ici,
l'espace est réduit. Ça, mes doudous. Et puis ça, mon pyjama. Un nid, c'est un lit, rond, douillet, enveloppé d'un filet, des cordages tissés par des marins de l'île de Groix. En discutant, j'apprends que Tim vient souvent ici, quand ses parents décident de quitter l'agitation parisienne. On a pris des petites habitudes, voilà, c'est un peu comme si c'était une résidence secondaire, quoi. C'est une expérience un peu particulière parce qu'on est suspendu en l'air. Faut avoir une belle imagination, mais il ne faut pas qu'elle parte du mauvais côté parce qu'on peut vite avoir peur, prendre peur. C'est avec un peu d'appréhension que je regarde le soleil se coucher sur la Loire. Tim et son père s'envolent vers leur nid. Je m'installe moi aussi dans mon cocon d'une nuit, cherchant réconfort auprès d'un expert en la matière, le baron Percher. Impatiente de percevoir moi aussi le frisson des oiseaux endormis, le crissement des cigales, des froissements furtifs dans les arbres et la continuelle palpitation des étoiles. Je m'éveille comme je me suis endormie, accompagnée des sons de la nature. Je retrouve Tim et David dans leur nid. Oh, regarde une araignée là. Encore ? Ah ouais, elle a tissé une toile. Profitant de leur perchoir. On peut rester des heures en fait à regarder la nature. Que c'est vrai que c'est un poste d'observation qui est différent d'être en hauteur. C'est différent d'être en bas. Il y a un côté un peu effectivement vie intérieure, vie de fœtus, quoi. C'est assez, je trouve que ça représente assez ça. Donc pas mal de sérénité qui se dégage, quoi, parce que tout à coup on se rend compte qu'on n'est plus rien, perdu à travers les arbres, le bruit des animaux. Libre à chacun d'en profiter comme il se doit, ces nids sont de petits espaces de liberté à s'approprier. Pour moi, l'aventure se termine, je retourne à la réalité, les pieds sur terre, mais l'esprit désormais un peu plus léger. Le lac des Bretonnières peut se vanter d'accueillir un club de voile depuis 1977. Avant cette date, le club existait déjà, mais sur Tours. D'abord tourné vers les planches à voile, le club, depuis son arrivée à jouer les tours, rassemble de vrais passionnés. N'allez pas leur dire qu'ils ne sont pas de vrais marins, même s'ils sont un peu loin de l'eau salée. Le club de voile de Joué-les-Tours a été créé en 1965 et nous, avec toute notre équipe, notre nouvelle équipe, nous avons repris il y a 5-6 ans maintenant et on a essayé de le remonter en achetant des bateaux, en renouvelant un petit peu la flotte et aussi en essayant de s'améliorer au point de vue résultat. Qui sont ceux et celles qui viennent, qui adhèrent et qui font partie du club, hein? Alors ça va on fait le baby voile chez nous, donc ça va de 3 ans jusqu'à 99 ans. Mais alors qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce club, hein? On peut tout faire. Ça va de la voile loisir, bien sûr, planche à voile. Et puis aussi, on a une nouveauté, on a les paddles. Ces paddles qui sont des grandes planches à voile auxquelles on pagaille. Aussi apprendre à lire finalement le lac, hein, parce qu'on dit qu'il faut lire la mer, mais ou lire la Loire. Hein. Et on lit beaucoup le lac, nous on regarde énormément. Quand on fait une compétition, on regarde au loin. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner quelques places si on n'est pas en tête à la bouée. Voilà. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. On a ici des claques de vent qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez vu sur le lac. On voit les risées qui sont au loin parce que le vent est sud-ouest. Et il faut arriver à voir les risées. En mer, ça n'existe pas, ça. Hein, mis à part les vagues et le courant, c'est tout ce qu'il y a. Le temps de se sécher, on prend un peu de hauteur pour rejoindre Cédric à Fondette. Fondu de grimpettes, d'arbres et de nature, il propose lui aussi des initiations à l'acrobranche. Enfin lui, il préfère parler de grimpe d'arbres. Pour accompagner Cédric, il faut comme lui aimer prendre de la hauteur. C'est un métier, vaut mieux pas avoir le vertige. Non, 15 mètres, c'est pas très très haut, hein. On peut monter beaucoup plus haut, hein, plus de 30 mètres. Hein. Là, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ah ouais, on va défourcher. À certains moments de l'année, Cédric taille, raccourcit et tête, dans le respect de chaque essence d'arbre. L'élagage est un art à part entière.
c'est vraiment l'expression de soi-même. Hein. Une fois qu'on sait tailler, chacun peut s'exprimer par le biais de la taille en fait. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Je suis tout seul avec mon arbre et je suis bien comme ça. Peut-être aussi un retour à l'instinct animal. Avant, on n'avait pas besoin de cordes pour monter là-haut. C'est ma vie, c'est mon boulot, c'est mon quotidien. J'y grimpe, j'y travaille, j'y dors, j'y mange. Donc il faut aimer ça, forcément. Surtout quand il fait -10, qu'il pleut. Voilà. Ah, j'ai un nœud qui descend. Au revoir. Ouais, les hasards de la vie. Les rencontres, souvent on parle de rencontres humaines et là je pense que c'était une rencontre végétale. Sa passion l'a pourtant relié à d'autres êtres humains, eux aussi amoureux des arbres. Ensemble, ils grimpent pour le plaisir. Certains ont leur préférence, comme ce cèdre haut de 25 mètres, avec vue sur Loire. Une longue ascension s'annonce. Ça va? Ouais, ça va. Je vais remonter la corde d'accès. Bon, je vais la mettre le plus haut possible. Hein. Encore que, si tu veux faire un peu d'alternance. Ouais, mais on pourra la quitter plus tôt. Cédric ouvre la voie, après commence à poser des cordes d'accès. C'est une activité dangereuse, donc il faut prendre le temps déjà de bien prendre conscience de son matériel, bien le préparer. Ce qui nous importe en tant que grimpeur d'arbres, c'est d'avoir une lecture de l'architecture de l'arbre, de par où on va le grimper, où est-ce qu'on va se poser, de son état sanitaire, de son âge. S'élever jusqu'à la cime d'un arbre, un petit exploit technique et sportif. C'est aussi un jeu, en suspension dans le vide. Sautiller de branche en branche comme n'importe quel oiseau et faire le singe comme n'importe quel enfant. Et le jeu en vaut la chandelle. Une fois en haut, la vue sur le château d'Amboise est féerique. Chacun s'installe à sa guise, un peu comme à la maison, profitant de cette parenthèse aérienne. L'idée de se sentir intégré à cette nature de manière globale en fait. On se sent animaux parmi les autres animaux finalement. Pas cette espèce humaine magnifique, dominante, tout simplement des animaux parmi les écureuils. Ou les oiseaux qui peuvent passer aussi. Je ressens des choses similaires sur l'eau. Quand je suis sur un bateau, la notion de temps disparaît, ou en tout cas elle est plus la même. Donc là, depuis qu'on est dans l'arbre, on discute, on échange, on partage, on a décidé de manger en haut et on ne sait plus quelle heure il est. Chaque grimpe est une aventure, avec ses photos souvenirs. Croyez-nous, l'expérience vaut la peine d'être vécue. L'été, Cédric et ses amis proposent des sorties et des initiations aux grimpeurs novices. Reste encore à gérer la descente. Et autour du lac, la vie continue, tranquille, avec sa kyrielle de pêcheurs. Alain Carteau et sa bande de copains font partie de l'amicale des pêcheurs. Même si beaucoup d'entre eux pratiquent le no-kill, c'est à qui sera le plus mordu, peu importe la technique. Les premiers empoisonnements ont été faits par la ville et je pense que c'était une très bonne idée vis-à-vis de ce plan d'eau qui fait 18 hectares exactement, qui est à la porte de la ville et qui est maintenant très fréquenté par beaucoup d'activités et puis beaucoup de promeneurs les week-ends et même dans la journée. C'était une aubaine du coup pour les pêcheurs. Ah, mais tout à fait, oui, parce que l'association qui va avoir 45 ans à la fin de l'année ne pêchait dans des petits plans d'eau qu'ils louaient, quoi que ce soit. Et donc, quand l'opportunité de ce plan d'eau est arrivée, ça a été vraiment une bonne aubaine pour l'association. Comme vous pouvez voir, c'est plus des anciens qui sont au bord de l'eau à pêcher. C'est vrai qu'ils ont plus de temps. Et puis, les enfants, si les parents ne les amènent pas, ils ne viennent pas seuls. Et ça, je peux le comprendre. C'est vrai que les enfants ont beaucoup plus d'activités que moi, j'avais quand j'avais une dizaine d'années. Vous voulez dire que les jeunes pêchent moins ? Ah oui, beaucoup moins, oui. Dans les années 90, on avait 200 adultes en adhérant, 200 enfants. Maintenant, quand on en a une trentaine par an, c'est le bout du monde. Jean-Louis, vous pêchez quoi là ? De tout, gardon, carpeau, carassin, brème, toutes sortes de poissons. De toute façon, tous les poissons qui vivent en général sur le fond. Vous faites partie de l'association depuis longtemps ? Ah oui, ça fait un petit moment maintenant, ça fait 6-7 ans. C'est quoi l'intérêt de faire partie d'un club comme ça ? C'est de se retrouver, de partager sa passion ? Assurément. Ah bah voilà, c'est pour ça. Donc quand on fait partie d'un club d'amateurs, au moins on se comprend. Et puis ça permet c'est vrai, de se retrouver. Il y a des affiliations qui font qu'on se retrouve en compagnie. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, par exemple, dans la pêche ?
Ah bah la pêche, tout simplement, arriver à être un peu plus évolué que le poisson, et c'est pas sûr. C'est un endroit qui est poissonneux? Ah oui, oui, très poissonneux. On fait un empoisonnement tous les ans, on met à peu près entre 6 et 7 000 euros de poissons tous les ans. Principalement du carnassier, des truites pour l'ouverture, et puis quand même du poisson blanc en gardon, et puis en carnassier des brochets et des cendres. C'est vrai que les pêcheurs viennent pour prendre du poisson blanc, mais souvent ils le remettent à l'eau le soir. C'est vraiment le plaisir de la pêche. Par contre, les truites à l'ouverture, bon, là, les adhérents les emmènent, et puis le carnassier. Justement, dans les concours, qu'est-ce qui compte? C'est parce qu'on a dans le panier, si? Si. Ah, c'est au nombre de poissons? Maintenant, on compte plus pêchés. les poissons, c'est surtout au poids. Ah, oui, c'est On ça. fait le poids. Ce qu'il y a de bien, Gérard, hein, sur les bretonnières, c'est qu'on peut faire plein de techniques de pêche différentes. Hein. Oui, il y a la pêche aux silures, on peut pêcher au bouchon, on peut pêcher à la plombée. Il y a plusieurs sortes de pêche au vif. Et là, on pêche à quoi, là? Là, j'ai un bas de lignacier pour le brochet, pour éviter la casse. Ouais. Parce que ça tire le brochet. Oui, et puis ça cisaille bien. Et puis il y a des silures, mais il faut être monté plus gros que ça. Là, je pêche pas le silure, c'est vraiment pour le carnassier. C'est quoi le spécimen le plus gros qui soit sorti d'ici? Un silure de 2,17 m. Non. Si, l'année dernière. Vous n'êtes pas de Marseille, vous? Bon, là, vous avez pu régaler toute l'association, non? Voilà. C'est économique, hein. Une autre prouesse, tiens, débusquer le balbuzard pêcheur. Il paraît que c'est possible encore, faut-il suivre quelques règles bien strictes. Damien et Olivier sont membres de la LPO Anjou, ils nous emmènent sur la trace du rapace. Pas besoin d'être ornithologue pour observer le héron cendré, les grètes garzette ou encore le goéland le coffé. Pour avoir une chance de voir passer un balbuzard pêcheur, c'est une autre histoire. Règle numéro 1, se lever tôt. Règle numéro 2, demander du renfort. Quand je vois du goéland, un peu de cygne, pas de balbuzard. Olivier Loire et Damien Rochier travaillent à la Ligue de protection des oiseaux en Anjou. Ils suivent le balbuzard et son évolution dans la région depuis maintenant 2 ans. T'as vu, c'est l'heure de la toilette là. Hein. Ouais. Elle lisse les plumes. Il y en a 2 qui sont bien en train de se reposer là. Règle numéro 3, se placer sur un secteur fréquenté par le balbuzard, en repérant les arbres aux souches mortes qui peuvent servir de perchoir aux rapaces. Règle numéro 4, attention où l'on pose les pieds, surtout quand on a le nez en l'air. On a 3 espèces qui sont d'intérêt patrimonial et qui nichent sur ces secteurs, qui sont la sterne naine, la sterne pierre-garin et le petit gravelot. Il faut faire surtout attention aux alarmes des adultes qui vont avoir tendance à voler au-dessus de la tête et se mettre à crier très fort et à éviter en fait d'écraser les œufs de ces espèces. Ah, c'est quoi ça? Oh, nouveau balbu! C'est pas un balbu. Banderé apivore. Ah, je croyais que ça faisait très clair. Ah, je me suis fait avoir, ça a filé vite. Moi aussi, hein. Ouais, Règle numéro X, ne pas s'emballer. Jamais. Donc le balbuzard pêcheur, en fait, c'est l'un des seuls rapaces en Maine-et-Loire et même en France à être spécialisé dans la pêche. Quand on a la chance de l'observer relativement près, on distingue nettement en fait un petit bandeau noir en fait, qui barre l'œil. Et puis la dernière caractéristique, mais il faut vraiment être là au bon moment, c'est au moment de la pêche, où l'oiseau va pratiquer en fait une pêche en piqué. Donc l'oiseau va piquer sur sa proie une fois qu'il l'a repérée, et peut même descendre jusqu'à quasiment 1 mètre sous le niveau de l'eau. Moi, quand je dessine, que j'expose, ça sert aussi à quelque chose, il y a un côté pédagogique. Et si on peut arriver à sensibiliser les gens au travers d'un dessin, moi ça me plaît, oui. C'est pas qu'une activité artistique, il y a
Il y a un engagement aussi un peu militant. Ah, il y a quelque chose. Ah, c'est un balbu. Alors donc là on voit bien en fait son vol assez puissant. Donc il est en train de cercler. On voit qu'il est relativement clair, assez peu de taches en fait sur le dessous. Donc je pense que ce serait probablement un mâle. Il cercle un petit peu. Ouais, il est en train de redescendre sur la Loire. Ah, il tombe en piqué. Oui, action de pêche. Là, il vient de prendre un petit poisson, sûrement un mulet. Donc là, il est 20h35. Donc voilà, probablement son dernier passage pour la soirée, je pense. On va en profiter encore un tout petit peu avant qu'il disparaisse derrière les arbres. Ah, vraiment excellent, superbe. Polo à ma gauche, MacArthur à ma droite. Retour dans les arbres au Gadawi Park. Ça vole, ça virevolte dans tous les sens. Et puis surtout, pour tous les âges. Donc Sylvie, pour monter en sécurité dans les arbres, on va vous mettre un baudrier d'escalade. D'accord. Donc, je vous le pose au sol. Ouais. Voilà. Vous avez la ceinture et mes petits ici. pieds dans les petits trous. Et les petits pieds dans les petits trous, Oui. exactement. Voilà, un pied dans chaque trou. Mais jusque-là, c'est pas trop compliqué. Jusqu'ici, ça va. Voilà, donc là, je vais vous serrer le baudrier. Ouais. Hop. Les jambières aussi, ça va? Ouais, carrément. Ok. Donc on a deux éléments qui vont nous intéresser. On va commencer par le gros gris métallique, on appelle ça une poulie. Ça servira pour les tyroliennes. Ensuite, on a le crochet. Ça, c'est le plus important. À chaque fois qu'on commence un parcours, on cherche la ligne de vie et on va engager le crochet comme ceci. Et après l'ouverture du crochet, on va la faire passer sur ce qu'on appelle des platines. C'est des petites plaques en métal comme ça. À partir du moment où on a passé la première platine, on est en sécurité jusqu'à la fin, c'est impossible de se décrocher. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer une douzaine d'ateliers sans se décrocher une seule. C'est là qu'on va utiliser quoi comme matériel? Mon corps. Alors c'est pas du matériel, Sylvie. Non, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, Sylvie? Ah ouais, une poulie. Donc c'est là qu'on va la décrocher du baudrier. Ah bah ça me rassure, je crois que c'était mes mains qui allaient faire poulie. Non, c'est pas vos mains, Sylvie. Donc, arrivé là-bas, Hop. Donc là, on l'ouvre à fond et on la pose sur le câble. Genre comme ça? Genre comme ça. Voilà, très bien. Là, la poulie, elle est prête. Là, admettons qu'on veuille partir. Est-ce qu'on peut partir là? Il n'y a pas un truc qui va bloquer à un moment donné? Mais si, ça, la ligne de vie continue. Voilà, le crochet, il va falloir le faire passer sur la platine. Ok. On s'assure qu'il n'y a personne en face. Ensuite, on va s'asseoir. Sur quoi? Plier les jambes, dans le baudrier. Oh, d'accord. Voilà, et on va poser les deux mains ici sur la poulie, l'une sur l'autre. Alors attendez Sylvie, donc on revoit la position, jambes en avant, tête en arrière, on fait bosser les abdos, d'accord? Ouais, jambes en avant, tête en arrière. Bon. Allez, bah quand vous voulez. On y va? Allez, c'est parti. Ok. J'ai fini! Bravo! Mais c'était beaucoup trop court! Beaucoup trop court! Il y en aura des grandes dans les parcours. On a des tyroliennes de 150 mètres qui passent au-dessus du lac. Ok. Bon, eh ben passons aux choses sérieuses! Voilà, la balade se termine pour nous en Touraine. À vous de prendre le relais et on se retrouve dès la semaine prochaine avec grand plaisir. À bientôt! Ah oui, d'accord. On est déjà parti, Sylvie. Donc, Sylvie, reste encore un peu avec moi. Hop là. C'est rien, c'est normal. Ben oui, parce qu'il paraît qu'il s'adapte lui aussi, non? Oui, assurément. Hein, maintenant, il fait des règles. Allez, je reste près de vous, Sylvie. Je reste près de vous. Elle est bonne, hein? Elle est pas mal, hein? Justement, je voulais justement te dire qu'on va te mettre à l'eau. Non, mais dans 2 heures, je suis super bonne, hein? Les gens disent ça, Sylvie. 3 peut-être.